Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. On va parler notamment au cours de cette émission de l'actualité footballistique sur le continent. Vous le savez, depuis hier, la Coupe d'Afrique des Nations pour sa 35e édition a démarré, notamment au Maroc, avec déjà un match d'ouverture gagné par le pays organisateur à 2 buts à 0 face aux Comores. On va faire un tour d'horizon de cette actualité-là et surtout revenir sur les informations concernant donc les guépards qui prennent part à cette compétition continentale. Le magazine va nous proposer de revenir sur je dois dire les différentes participations donc de la sélection nationale du Bénin à cette compétition. On se rappelle 2010, 2012 et 2008 aussi pour le Ghana, l'Angola et autres. Quel point pourrait-on faire? Eh bien, Candide Hungato nous fera voir son magazine. Au-delà de ça, on va continuer à parler politique, notamment avec cette affaire de coup d'État manqué. Le commentaire de Franck Kaounou va revenir là-dessus avant que nous ne passions au débat pour nous interroger sur les priorités désormais, maintenant que le pire, en tout cas, est derrière nous. On fera donc le débat tout à l'heure. Notre invité au téléphone, c'est Didier Lando. Il est président du réseau des jeunes béninois de la diaspora. Il réside au Sénégal. Il sera au téléphone. Il nous dira un peu quel est l'écho que le Bénin envoie, en tout cas, à l'étranger à travers ces différentes actualités-là. Le coup d'État manqué et notamment la participation donc de la sélection nationale à la compétition continentale dont je vous parlais tout à l'heure. Voici la une des journaux. Bienvenue à tous. Nous allons commencer avec Fraternité. Après son audition à la Criette vendredi, Candice Azanaï a été placé sous mandat de dépôt selon donc, le quotidien Chabi Yahi. Une carte SIM en son nom qui n'est plus utilisée par lui aurait servi lors des préparatifs du putsch. Les enquêtes vont révéler le nom de l'utilisateur de la carte SIM. Nous promet Fraternité. Les guépards à la canne en tenue d'exhibition quand la parade devient une signature nationale. Finale du concours Best Young Manager BIM. 35 jeunes porteurs de projets innovants honorés. Angélique Kidjo, l'étoile du Bénin à la Cannes Maroc 2025. L'éditorial signé Anissé Carlos Souké, la croisade des procureurs. Le potentiel. Prière collective des dignitaires vaudou après les événements du 7 décembre. Le vaudou au chevet du pays pour la paix. Décryptage info. Commerce mondial du coton. Le Bénin, pilier africain des importations du coton du Bangladesh. Bénin intelligent, coup d'état déjoué. Le vaudou est du côté de la vie et du développement. La boussole, création du Sénat au Bénin, lecture de talent. L'événement précis, le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Baguidi, suite au coup d'état déjoué, l'ordre est rétabli dans les casernes. Le matin, révolution bleue dans le septentrion, l'eau potable jaillit pour des milliers de foyers dans le Borgou et la Liborie. Le routier, poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et provocation directe à la rébellion. Après son passage devant le juge des libertés et de la détention, Khalid Azanaï a été déposé. Jackpot à révision de la Constitution au Bénin, voici l'intégralité de la loi promulguée par Patrice Talon. Visa Info, très sportif ce matin, comme d'habitude. Cannes tous les 4 ans. Une compétition identitaire dénaturée. Après sa victoire 2-0 face aux Comores, le Maroc lance sa canne. Dabarou, média en ligne au Bénin.
L'UNAMEL Bénin inaugure son siège à Cotonou. À la tribune de la capitale, message à la nation au Parlement. Patrice Talon devant les députés ce mardi pour dresser le bilan de sa gouvernance. Palmarès, Coupe d'Afrique des Nations 2025, Maroc-Comores 2-0 en match d'ouverture. L'informateur, malgré la promulgation de la Constitution du 15 novembre dernier, la République ne change pas. Et voici Fraternité pour la deuxième lecture. Après son audition à la Criette vendredi dernier, Azanaï placé sous mandat de dépôt, Chabiaï, une carte SIM en son nom qui n'est plus utilisée par lui, aurait servi lors des préparatifs du putsch. Les enquêtes vont révéler le nom de l'utilisateur de la carte SIM. Les guépards à la canne en tenue d'exhibition quand la parade devient une signature nationale. Finale du concours Best Young Manager. 35 jeunes porteurs de projets innovants ont été honorés à Cotonou. Angélique Kidjo, l'étoile du Bénin à la CAN Maroc 2025. L'éditorial signé Anissé Carlos Souké, la croisade des procureurs. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe au bulletin d'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Dynamisation des comités techniques sectoriels de normalisation. L'exercice a réuni à Abomey des acteurs venus de quatre coins du pays. L'objectif est de les outiller sur les missions, rôles et responsabilités sur le processus de normalisation au Bénin. Vous aurez des détails à suivre dans un instant. Et puis, Noël avant l'heure à Ouida. Charles Chérif Ali et Yves Aïlo honorent les talents des écoles primaires de la ville historique du Bénin. C'est à travers le jeu concours Noël des enfants. 20 finalistes ont démontré leur maîtrise des connaissances culturelles afin de se tailler les gros lots. Vous les avez à l'image, très concentrés lors de la compétition. Vous aurez donc les détails. Voici le bulletin. Les acteurs importants dans le processus de normalisation au Bénin, sont en atelier de formation à Abomey. Là, nous sommes dans le zoo. Oui, Tanguy, invité par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, les participants sont réunis pour quelques jours. L'atelier est organisé dans le cadre de la redynamisation des comités techniques sectoriels de normalisation. Imet Hélène Moussou et Georges Voton. Les assises sont organisées sur initiative de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et contrôle qualité ANM. Elle réunit les membres des comités techniques sectoriels de normalisation. L'objectif visé est de les outiller sur les missions, rôles et responsabilités des 10 comités, puis le processus de normalisation. La normalisation occupe une place centrale et il faille que l'on redonne un nouveau souffle aux différents comités techniques qui regroupe toutes les expertises en mettant un accent particulier sur les profils des membres et nous en sommes là. Elle constitue un levier essentiel pour garantir la qualité et la sécurité des produits et services mis à la disposition des populations, renforcer la compétitivité des entreprises béninoises sur les marchés régionaux et internationaux, faciliter les échanges commerciaux, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Et enfin, soutenir l'innovation technologique et industrielle qui se meut dans notre pays. Tout est une question de dynamisme et d'évolution progressive. Donc, faire un point, repartir sur de nouvelles bases avec de nouvelles orientations est toujours bien pour rehausser la qualité du travail qui se fait dans les structures, notamment à l'ANM. Les travaux lancés par le directeur général de l'ANM sont étalés sur 2 jours. En vue d'éclairer et de bien renseigner les participants, plusieurs présentations et communications ont été programmées. À l'occasion, ces derniers vont également procéder à l'adoption du règlement intérieur des comités techniques sectoriels de normalisation.
Une messe d'action de grâce pour le Bénin et ses dirigeants. Des autorités politico-administratives se sont retrouvés à la paroisse Notre-Dame de Cotonou pour confier le Bénin à Dieu et exprimer leur soutien à Patrice Talon après la tentative de putsch du 7 décembre dernier. Teddy Goudalo et Elvis Tonouko. Samedi 20 décembre 2025, à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, des autorités politico-administratives se sont réunies pour ensemble implorer la bonté de Dieu sur le Bénin. Il s'agit d'une messe d'action de grâce initiée en soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon, à la suite de la mutinerie manquée du dimanche 7 décembre dernier. C'est au nom de notre foi, Monsieur Dieu, de toute bonté, Dieu qui a instauré son règne sur notre terre, que nous sommes venus aussi aujourd'hui afin d'implorer aussi sa grâce, d'implorer son pardon, et que, animés de toutes ces grâces, nous puissions nous donner totalement à l'œuvre de transformation et de recouvrement de notre pays. La messe eucharistique est présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedji. Les textes bibliques du jour mettent l'accent sur la confiance mutuelle, valeur essentielle appelée à renforcer la cohésion et l'unité du peuple béninois. La célébration a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, de maires, de préfets, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Le parti Bloc républicain a organisé le samedi dernier à Baume-et-Calavi un atelier de formation au profit de tous les candidats titulaires dans le cadre des législatives de 2026. L'initiative qui a rassemblé les coordonnateurs et rapporteurs de fédération vise à transmettre à ces derniers les outils nécessaires pour une victoire sans bavure au soir du 11 janvier 2026. Hugues Vingbe et Rachidi Soubérou. L'étape suivante nous engage désormais davantage, car elle fera de nous soit les leaders du pays dans les 7 ans qui viennent, soit les éternels seconds. Presque existentiel est le défi à relever par le Bloc républicain après l'étape du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives de janvier 2026. C'est ce qui justifie cette rencontre qui mobilise les têtes de liste des 24 circonscriptions électorales, mais aussi les coordonnateurs et rapporteurs de fédération. Le présent atelier n'est donc pas une simple rencontre. Il est un moment de vérité, un temps de clarification et d'alignement. Il marque le passage de la désignation à l'action, de l'ambition individuelle à la responsabilité collective. Face à l'auguste assemblée, le numéro 1 de la formation politique évoque les 3 valeurs qui doivent servir de guide à tous tout au long de la campagne électorale: l'unité, l'humilité et la discipline. Chers camarades, si le Bloc républicain veut gagner, et je crois que nous sommes ici réunis pour ça, il doit d'abord rester uni. L'unité n'est pas un slogan, c'est une exigence quotidienne. Nous avons besoin de l'humilité face à nos camarades policiers et surtout ceux qui ne sont pas retenus et qui estiment parfois à bon droit qu'ils devraient être sur la liste. La discipline dans l'action sera aussi notre force. Discipline dans le discours, discipline sur le terrain. Le cadre général, les conditions de déroulement et le budget de la campagne électorale pour les élections générales de 2026 sont présentés en 3 différentes communications, lesquelles sont suivies d'échanges interactifs. Arrivé en 2e position lors des dernières législatives, le Bloc républicain ambitionne de s'imposer en 2026 comme le premier parti politique du Bénin. Au terme de cette séance de formation, quelques participants ont livré leur impression de stratégie à déployer sur le terrain aux principes clés sur lesquels l'accent a été mis par le président du parti. Ils ont exprimé de diverses manières leur satisfaction. Voici un extrait de leurs propos.
J'ai suivi cette formation avec attention parce que ça nous a donné beaucoup d'idées qu'on n'avait pas précédemment de comment nous organiser pour pouvoir gagner le terrain. Parce qu'en matière des élections, il y a beaucoup de dispositifs à prendre avec les coordonnateurs, les sous-sections, comment il faut travailler avec les gens, surveiller les bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas faute, c'est très important. Parce qu'il y a de nos candidats qui pensent qu'il faut juste voter, mettre dans l'urne et partir chez soi attendre les résultats. Traditionnellement, le parti Bloc républicain est un parti très organisé, avec une parfaite organisation des structures. Le président Abdoulaye Biotchane, dans son allocution d'ouverture, a mis un accent particulier sur la nécessité de travailler strictement dans le cadre des structures de base, dans la discipline, dans la cohésion, avec beaucoup d'humilité. Il a été formel là-dessus. Il a même répété. Donc, le candidat que nous sommes, le militant que nous sommes tous engagés devant ces directives qui ont été prises pour organiser la campagne électorale dans le cadre des élections générales de janvier 2026. Je pense que les responsables ici présents, de même que les candidats, ont été outillés sur la manière dont le Bloc républicain doit conduire la campagne, les différentes actions que nous devons mener et les stratégies qu'il faut pour gagner cette élection et imposer le Bloc républicain au plan national. Donc je voudrais saluer les responsables du parti pour cette initiative et insister sur la nécessité de nous mettre ensemble. L'humilité, la cohésion, la discipline. Ce sont ces mots que nous devons retenir. Humilité au niveau des candidats retenus. Ils doivent savoir que seul, ils ne peuvent pas faire le travail. Discipline au niveau des candidats qui ne sont pas retenus, des militaires qui ne sont pas retenus. Ils doivent savoir qu'il faut travailler pour quelqu'un avant qu'on ne vienne également travailler pour soi. Dans un autre registre à présent, à Ouidah, le jeu concours Noël des enfants, lancé il y a quelques semaines dans les écoles primaires des 4 arrondissements urbains, a connu son épilogue. Le vendredi dernier, c'était à la Maison de la Culture de Ouidah, où les 20 finalistes ont rivalisé de culture afin de se tailler les rouleaux. Virgile Arrodéon et Henri Ganti. Comme en classe, les 20 finalistes de ce concours ont chacun une ardoise, un bâton de craie et un chiffon. Au signal de l'interrogateur, citez les pays limitrophes du Bénin. Top. Il dispose de 60 secondes pour répondre à chaque question. Une série de 12 au total, dont le nom et les prénoms avec précision de l'actuel président de la République du Bénin, le nom que porte l'équipe nationale de football du Bénin, l'événement d'envergure internationale que la ville de Ouidah accueille chaque année depuis 2023. Bref, des questions pour éprouver leur culture générale. Et contre toute attente, les candidats ont surpris par leur niveau de culture. Même les questions qui sont des questions d'actualité, qui peuvent les dépasser, mais on a constaté qu'ils ont répondu avec brio à ces questions d'actualité-là. Ça montre que c'est des enfants qui suivent l'actualité du pays et nous sommes très contents. J'ai constaté une fille Tchakpé qui a répondu 5 sur 5 aux 12 questions. Alors je félicite déjà ces enseignants et je dis que si tous les enseignants de Ouidah peuvent être comme ça, c'est qu'on aura vraiment du bon à Ouidah. Ce jeu concours Noël des enfants est une première dans la ville de Ouidah. Pour Charles Chérif Ali, rassembler les enfants autour des questions de culture générale en cette veille de fête de Noël est aussi une façon de participer au développement du Bénin. Je suis fils de Ouidah et depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un truc comme ça. Ça se passe à Cotonou, ça se passe à Calabi, mais rien à Ouidah. Et donc, pour booster le développement de Ouidah, il faut passer aussi par les enfants et par la culture. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, cette année, je commence la première édition à Ouidah. Après la délibération du jury, un trio de filles domine ce jeu concours. La première repart avec un ordinateur HP et une enveloppe financière. La deuxième et la troisième avec chacune un vélo et une enveloppe financière.
Les 17 autres participants s'en sortent également avec ce qu'il faut pour passer de belles fêtes de fin d'année. Parmi eux, certains ont fait preuve d'un bon niveau scolaire, mais se trouvent en situation difficile. Charles Chérif Ali promet de les accompagner afin qu'ils soient maintenus le plus longtemps possible dans le système éducatif. Et pour finir cette session d'information, sachez que la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya a tenu sa 34e convention annuelle à Kétou. À travers plusieurs activités dont des prières, des conférences, les membres de cette communauté ont prôné la paix et l'unité nationale. Reportage. La paix et l'unité nationale, les directives de l'islam. Tel est le thème autour duquel s'est ouverte à Kétou la 34e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya qui a mobilisé de nombreux fidèles et responsables religieux. S'appuyant sur les versets du Saint-Coran, le président de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin, Ami Lukman Bissiriou, a dans son exposé inaugural rappelé que la paix constitue une obligation spirituelle et un pilier de l'unité nationale. La paix et l'unité nationale sont deux concepts essentiels qui contribuent au développement et à la prospérité de toute nation. L'islam, en tant que religion universelle, nous propose des solutions aux problèmes de notre monde contemporain, de façon générale, mais en particulier, il nous donne également des solutions afin que nous puissions vivre en paix avec nous-mêmes et de faciliter par la même occasion le vivre ensemble dans l'harmonie entre tous les habitants d'une même nation. L'initiative de cette convention a été saluée par les autorités politico-administratives et les leaders religieux invités qui ont reconnu l'engagement constant de la communauté Ahmadi en faveur du dialogue interreligieux et de la cohésion sociale. Qui dit unité nationale dit paix, tolérance et cohésion sociale. Promouvoir la paix, la tolérance et la cohésion sociale est une responsabilité collective. Elle incombe aux institutions, mais aussi à chaque citoyen. Il ne suffit pas de promouvoir l'amour, il faut la vivre. La Jamaat islamique Ahmadiyya a connu des persécutions à cause de leur franc-parler. La Jamaat islamique Ahmadiyya prêche le même Coran que prêchent d'autres musulmans. Mais ils le prêchent de la bonne manière, de par leur pratique quotidienne, et je vous bénis ce soir. Puisse cette rencontre constituer un cadre d'échange constructif et de contribution pertinente au service du Bénin uni, stable et en paix. Prévue pour durer 2 jours, cette 34e convention de la Jamaat islamique Ahmadiyya se poursuit à Kétou sous le signe de la paix et de la fraternité. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, quand vous suivez Canal 3 Bénin, vous avez des grands rendez-vous d'information pour continuer à être au parfum de l'actualité au plan national et international. Les grands rendez-vous notamment, c'est à 13h, à 19h30 et à 22h30. Et vous avez aussi des éditions intermédiaires, notamment à 11h et à 16h. Pour le moment, vous suivez Actu Matin et voici l'invité de ce matin. L'invité de ce matin, c'est Didier Lando, membre du réseau des jeunes béninois de la diaspora. Monsieur Lando, bonjour. Bonjour, Chaboy. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. Je rappelle que vous êtes en ligne depuis Dakar. Vous êtes donc, comme je l'annonçais, membre du réseau des jeunes béninois de la diaspora. C'est quoi ce réseau et à quoi sert-il? Alors, le réseau des jeunes béninois de la diaspora
en abrégé RJB. Apparemment, quelques ennuis pour avoir une stabilité de la communication avec M. Didier Landau. On va certainement réessayer. M. Landau, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui. Je vous entends très bien. Il y a un problème de stabilité, notamment du réseau. J'espère que vous nous entendez de façon un peu plus stable maintenant. Est-ce que c'est clair chez vous maintenant, M. Landau? Oui, allô? Oui. C'est bon, vous m'entendez maintenant? C'est bon, on vous entend, M. Didier Landau. Alors, continuez. Je demandais à quoi est-ce que ça servait ce réseau concrètement? Oui, justement. Alors, je vous disais que le réseau des jeunes béninois de la diaspora, en abrégé RJ. C'est le problème de connexion, de stabilité. Je vous propose, mesdames et messieurs, qu'on retourne à la régie et qu'on suive d'abord le magazine du jour, le temps de nous préparer justement à une meilleure communication avec M. Didier Landau. Je rappelle que Didier Landau est le président du réseau des jeunes béninois de la diaspora. Avec lui, on va parler du réseau et surtout prendre des nouvelles, notamment liées aux échos de l'actualité politique dans le rang des Béninois à l'étranger. Voici donc le magazine de ce matin. Nadine est étudiante en deuxième année d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Depuis plus d'1 an maintenant, elle a décidé pour s'occuper des Parce que quand je me connectais, souvent je j'ai commencé. En découvrant les possibilités de faire des affaires en ligne, Nadine a décidé de se donner sa chance. Avec un petit capital de départ, elle se fait un stock de produits dont elle met les photos en ligne sur ses canaux digitaux d'information et de communication. À longueur de journée alors, elle a l'œil à l'écran de son téléphone qu'elle ne quitte pas d'une seule seconde. Elle est en contact permanent avec des clients virtuels qui deviendront réels par le coup de la chance. Et elle partage les photos de ses produits et répond aux questions des différents clients curieux. À chaque fois que quelqu'un m'écrit, tu dois prendre le temps de répondre. Même si la personne veut juste demander le prix, tu réponds. Donc il n'y a pas de moment précis, il faut être toujours connecté. Pour réussir à décrocher un client, il faut écrire et parler des heures et des heures, vanter les produits, supporter des propositions indécentes ou accepter même des railleries pour à la fin ne rien vendre du tout. C'est aussi cela, vendre en ligne. Mais il arrive aussi des jours de chance. Nadine peut tomber sur des personnes vraiment intéressées. Les échanges ici alors sont plus simples. Rapidement, elle peut conclure une affaire.
Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez les deux là, non, il n'y a pas de souci. En comptant sur ses clients et surtout sur la taille de ses affaires, ce n'est pas grand-chose à la fin du mois. Nadine a juste de quoi répondre à l'essentiel pour survivre. Le e-commerce me permet surtout d'assurer mes photocopies. Parce que les photocopies, ça bouffe un peu. Ça me bouffe un peu. Donc, quand je vends mes articles, j'ai au moins de quoi payer mes photocopies. Ou bien mon déplacement pour aller sur le campus et revenir. Mais c'est déjà important. C'est pour cela que l'étudiant travaille à maintenir l'activité et surtout à rêver de la faire grandir. Mais pour le moment, il lui faut déjà une cliente pour la journée en urgence. À chaque jour, suffit sa peine en effet. Pour la livraison, ça va faire 500. Ça va faire 500 pour la livraison. Maintenant, vous êtes dans quelle zone exactement? Dans la zone de Malagretta. Dame Chance, qui n'est pas loin, a décidé aujourd'hui d'être à ses côtés. Ce n'est pas tous les matins que cela arrive. La cliente à l'autre bout du fil a accepté d'acheter. Ok, bon, actuellement je suis non loin du gazoduc là. Je suis dans un centre là qu'on appelle Joal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est après l'école La Fierté qui est au bord du pavé. Déjà arrivé au niveau de La Fierté, si vous demandez c'est où Joal, les gens vont vous l'indiquer. Donc déjà si au plus déjà dans 45 minutes comme ça, vous pouvez déjà être là. Parce que c'est ça, je vais attendre avant de bouger en fait. Sinon en réalité, je ne suis pas vraiment dans la zone, j'ai juste fait un tour. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Même déjà dans 10 minutes, dans 15 minutes, je serai là. Maintenant, arrivé là, je vais vous appeler. Je vais vous appeler une fois là. Pour des articles vendus entre 1000 et 5000 francs CFA, il faut espérer un bénéfice d'à peine 3 ou 500 francs CFA. Cumulé tout au long de la journée, cela donne une petite provision financière pour soulager les petits besoins d'une étudiante. Aujourd'hui, le e-commerce pour moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment parce que il n'y a personne pour te dire, bon, prends ci pour tes besoins, prends ça, ça c'est pour peut-être manger et tout ça. Donc ça me permet de survivre, de subvenir à mes besoins. Oui, il y a d'autres activités que je fais. Par exemple, cette année, j'ai eu à faire des jobs. J'ai eu à faire d'autres jobs en dehors de mes commerces là. J'ai eu à participer à un événement promotionnel Holiday Summer. J'étais hôtesse. C'était un truc de 15 jours. Donc, quand il y a des occasions du genre, je postule pour ça. Mais tout ça, c'est des opportunités occasionnelles. Pour le job de tous les jours, il faut compter sur son téléphone, sa disponibilité et surtout la résistance de ses doigts. Et actuellement, une cliente attend d'être servie. Nadine ne perd pas trop de temps. Sur les lieux, il faut prier pour que la cliente soit joignable. Ou même ne se rebiffe après avoir découvert le produit physique.
en train de décrocher. Je vais lui écrire. Oui, ça arrive. Et puis tu vas essayer plusieurs fois, mais pas de réponse. Je laisse des messages. S'il n'y a vraiment pas de réponse là, je suis obligée de rentrer. Donc je vois qu'elle n'est pas près de son téléphone. Donc peut-être je vais essayer. Oui, allô, Tata. Je suis au niveau du centre là. Je suis au 2. Ok, d'accord, ça vient. Ok. Je vous attends dehors. Ok. Ah, c'est vous? C'est vous qui vendez les colliers là. Pourquoi ce n'est pas là-bas? Ok. Je peux voir. Mais vous en avez mis du temps. Ça arrive comme ça, ça arrive. C'est sûr que c'est pas noir, c'est pas... Non. J'avais pris d'autres colliers là, vraiment, c'était pas bien. C'est un peu différent, hein. C'est pas exactement comme sur la photo. Si. Le décalage esthétique qu'il y a souvent entre la photo et l'objet peut parfois poser un problème entre les acteurs du e-commerce et leurs clients. Nadine croise les doigts alors. Je sais que ça ne va pas noircir. Non, il faut bien regarder la qualité de la chair. J'avais pris d'autres là, ça avait vite noirci, ça m'avait un peu découragé. Non, ça va pas noircir. Ok. Ça va combien? Ça va 4 000. Tu veux pas me faire l'édition? Hein? Tu veux faire l'édition, on peut y aider. Si tu me fais l'édition, la prochaine fois, je vais encore acheter. Non, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas faire l'édition là, je fais une réduction de 200 francs. Hey! Si je vais 200 francs, peut-être la prochaine fois. Quand je vais sur le net, j'ai plusieurs options. Je vois les différences de prix, la proximité de celui qui vend, mais celle qui vend. Si ça m'arrange, je vois que c'est mieux, quoi. Et comme c'est aussi paiement la livraison, si je vérifie la qualité, c'est bon. Vous ne vendez pas des choses mauvaises là? Non. Puisque je dois regarder avant de payer. Si je regarde avant de payer, c'est que je suis d'accord. Donc, il peut arriver, il arrive parfois. J'ai fait ça une fois, je n'étais pas d'accord parce que ce n'était pas la photo. La photo était truquée en fait. Donc je n'ai pas apprécié. Donc j'ai oublié. Mais là j'ai payé le déplacement. Mais je n'ai pas pris le produit. Disons, comme je fais une réduction de 200 francs, oui. Ça revient, l'unité revient à 1800. Ok, donc ça à 1800 fois 2. Voilà. Ok. Plus les 500 francs. Ça tu veux bouffer mon agence matin. C'est la première fois. Comment vous trouvez son service? Oui, c'est bon. Elle n'est pas mal comme c'est bon. Je pense garder contact avec elle. Merci. Je vous en prie. Ciao la monnaie, j'espère. Enfin, la transaction est terminée. La vendeuse peut pousser un ouf de soulagement. Cela n'était pas gagné d'avance. Je voulais garder ma monnaie pour prendre ces là. Quand la cliente a dit d'abord que c'est pas exactement comme ce qu'elle a vu sur la photo, bon, ça fait un tic d'abord, mais bon. Mais comme elle a su apprécier aussi ce que j'ai amené, donc je suis contente. Vous avez eu peur quand elle voulait refuser là? Oui, là, ça fait peur. On se dit, mais j'ai fait tout ce déplacement pour ici et puis elle va dire maintenant qu'elle va prendre. Donc on essaie de trouver les mots pour. Une de gagnée à qui il faut surtout laisser une bonne impression. C'est pour la suite et pour la publicité qu'elle pourrait faire autour d'elle pour la fournisseuse. Et cela compte beaucoup, en tout cas pour ceux qui rêvent de voir grandir leur business dans ce domaine. Nous sommes de retour en plateau pour essayer à nouveau d'entrer en connexion avec M. Didier Landau. Monsieur Landau, bonjour à nous. Bonjour, M. Agoui. J'espère que les dieux de la communication vont être fidèles pour cette fois-ci. Je vous demandais ce à quoi servait justement votre réseau, faut-il le rappeler, le réseau des jeunes béninois de la diaspora. Alors oui, justement, le réseau des jeunes béninois de la diaspora que j'ai l'honneur de présider est un creuset de jeunes et d'associations de jeunes béninois vivant à l'étranger. En fait, l'idée de la création de ce réseau est partie
du fait que nous avons remarqué qu'il y a pas mal d'associations de Béninois dans la diaspora, mais chaque association évolue de son côté, évolue peut-être dans la zone géographique où elle est implantée, et chacun agit individuellement. Et nous avons estimé que nous avons intérêt quand même au niveau de la diaspora à mutualiser nos efforts, notamment dans nos projets d'activité en direction du pays, afin d'avoir plus d'impact. Donc l'idée du réseau des jeunes béninois de la diaspora, c'est de créer une connexion entre tous les jeunes et associations de jeunes béninois vivant à l'étranger, de façon à ce que de Sénégal à Paris ou de Berlin à Tokyo, tant que vous bougez, vous puissiez sans grand souci, ne serait-ce qu'en allant sur notre plateforme, pouvoir trouver déjà des jeunes béninois ou des béninois tout simplement avec qui entrer en connexion dans votre pays de destination, sans que ce ne soit une association des Béninois de Dakar, des Béninois de Paris, des Béninois de Chine et ainsi de suite. Donc, vraiment, notre ambition est donc de favoriser la coopération et la mutualisation des efforts pour plus d'impact dans nos actions, tant pour le rayonnement de notre pays à l'international que pour son développement socio-économique. Et il faut dire, hein, à travers cette dynamique, nous affirmons vraiment notre engagement à construire ensemble un réseau fort, solidaire et tourné vers l'avenir du Bénin. Et nous avons pour habitude de dire au niveau du RJBD que le Bénin dont nous rêvons, c'est à nous de le construire et que chaque Béninois, où qu'il se trouve sur cette planète, doit pouvoir, ne serait-ce qu'à son niveau, contribuer aussi petitement que cela puisse être à la construction de ce Bénin de nos rêves. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur le RJBD. Alors, et le week-end écoulé, vous aviez organisé une manifestation. C'était dans le cadre justement, je dois dire, du coup d'État manqué du 7 décembre au Bénin. En quoi est-ce que ça vous touche directement, vous qui êtes à l'étranger? Alors, ça nous touche énormément sur plusieurs plans parce que d'abord, nous sommes béninois, que nous soyons, bien que nous ne vivions pas sur le territoire national, nous sommes béninois et nous restons profondément attachés à notre patrie, à sa stabilité, à la démocratie béninoise qui fait notre fierté dans la sous-région et dans le monde. Donc pour nous, cette tentative de déstabilisation de l'État, heureusement, déjouée est avant tout une atteinte grave, j'allais dire quand même, à l'image de notre pays, à cette image que nous vendons et qui nous rend si fiers aujourd'hui. Nous sommes très heureux de dire que nous venons du Bénin, ce pays qui a trouvé sa voie, qui se construit petitement. Et pour nous, ce coup d'État voulait vraiment, je vais dire, enrayer tout cet espoir et cette fierté-là que nous portons. Ça, c'est le premier point. Le second point, n'oubliez pas que quand même, nous avons nos parents, nos amis et tout ce qu'il y a comme famille au Bénin. Et nous voyons autour de nous les pays qui sont sous régime militaire, comment cela se passe. Et je pense que si cela venait chez nous, on sait un peu à quoi cela va ressembler. Donc pour nous, il était important de dénoncer cela. Et dans une séance de communication que nous avons entrepris justement pour dénoncer cela, je disais aux étudiants que j'ai rencontrés la fois dernière qu'il ne faut pas penser qu'ils sont à l'abri des conséquences, parce que qui dit coup d'État dit sanctions économiques, les sanctions en tout cas, le Bénin sera mis sous sanction par plusieurs institutions. Cela voudra dire que sous quelques mois, on aura des difficultés déjà à payer les salaires, et puis des difficultés de payer les salaires pour les étudiants qui vivent à l'étranger. Cela veut dire que les westerns que les parents envoient chaque fin du mois aura des difficultés à tomber, et immédiatement, cela va se ressentir ici. Donc ça, c'est un exemple concret de l'impact que sera on a pu avoir, ne serait-ce que sur la communauté étudiante. Je leur en parlais lors d'une rencontre ici. Donc c'est pour vous dire que le fait d'être hors du Bénin, pour nous, ne nous met pas à l'abri. Nous restons profondément attachés, et croyez-nous, on a été secoués, je vais dire vraiment, dans notre amour propre, en nous réveillant le dimanche 7 décembre et en découvrant ce qui se passait dans notre pays. Heureusement qu'en fin de journée, une journée qui avait
commencé, comme je vais dire, un jour de deuil s'est transformé en un jour de fête, en un jour de fierté nationale, et cela grâce à la loyauté de nos forces de défense et de sécurité que je salue au passage. Le Sénégal, où vous vivez, est un pays démocratique très connu qui n'a jamais enregistré de coup d'État depuis son indépendance en 1960 sous l'égide de Léopold de Sédar Senghor. Autour de vous, comment est-ce qu'ils ont perçu, je dois dire, ces nouvelles provenant de Cotonou? Vous les aviez écoutées? Alors, effectivement, il faut dire que les gens ont été très surpris de voir que le Bénin a failli rejoindre le rang des pays sous gouvernance militaire, tout simplement parce que le Bénin est vu de loin comme vraiment un laboratoire de la démocratie dans la sous-région. J'ai pour habitude de dire à des collègues que le Bénin, en souriant, bien sûr, le Bénin a épuisé son stock de putsch. On en a tellement fait dans le passé, on a compris, on sait ce que cela veut dire et on a tourné dos. Et nous avons été ce pays-là qui a montré la voie aux autres à travers la conférence de 1990. Et depuis, nous sommes dans un régime démocratique et aucun des présidents qui sont passés n'ont jamais pensé à s'éterniser au pouvoir. Le changement de régime au Bénin se fait de façon pacifique et à travers les urnes. Et nous y allons d'ailleurs dans quelques mois encore. Donc les gens ne comprenaient pas pour quelles raisons on pouvait vouloir déstabiliser un État aussi stable et pour quelles raisons on voudrait faire un coup d'État à un président qui n'est candidat à rien et qui à 4 mois ne sera plus là, qui s'empresse à gagner des élections pour y aller. Donc les gens étaient un peu surpris. Après, il y a les raisons évoquées par ces pseudo-poutistes-là pour justifier leur coup. Donc, bien évidemment, on a été interrogé pour savoir est-ce que c'est vrai que sur tel aspect, est-ce que c'est vrai sur tel aspect, est-ce que ce qu'ils réclament sont fondés et tout. Et bien évidemment, on a pris le temps d'expliquer aux gens et même sur les médias sur lesquels nous sommes passés ici, on a eu le temps quand même d'expliquer aux gens. Aujourd'hui, le Bénin, vous le voyez, ça bouge, ça avance et il faut dire que c'est peut-être des personnes qui ont perdu des privilèges qui étaient habitués peut-être à vivre sur le dos de l'État, donc non contents d'avoir perdu leurs privilèges, qui puissent peut-être se réjouir d'une telle chose. Donc de façon générale, les gens étaient assez surpris mais aussi curieux de voir ce qui a pu conduire à cela. Mais bon, on a informé, on a expliqué et on a rappelé que le Bénin il est stable et les gens l'ont vu. Hein, beaucoup se disaient juste après le coup justement que bon, sûrement qu'on va passer à un état d'urgence, qu'on va reporter les élections, que le président va se terrer ou sortir avec une cohorte de militaires comme on le voit dans les autres pays de la sous-région sous régime militaire, mais on a vu que le lendemain déjà le président était dans les rues de Cotonou sans garde du corps ostentatoire et que le processus électoral suit son cours. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous vraiment de saluer cette stabilité, cette grandeur de notre nation et la lucidité de son chef. Est-ce que le Bénin, tel qu'il était vu par les Sénégalais le samedi, a changé le lundi, à votre avis? Oui, ça a changé. Ça a beaucoup changé, mais ça a changé en positif. Ah oui? C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que ce jour-là, qui a démarré comme un jour de deuil, est devenu un jour de fierté et de bravoure. Aujourd'hui, les Sénégalais et au-delà, toute la communauté étrangères vivant au Sénégal sont, je dirais, fiers du Bénin, fiers de notre armée, fiers de voir que un coup d'État peut être déjoué, même si les poutistes tentent d'aller jusqu'au bout, qu'une armée peut résister à un coup d'État et qu'un État peut tenir debout face à une tentative de déstabilisation et que bien au-delà, même après avoir frôlé
un coup de force, un État peut continuer sa marche, j'allais dire, sans vraiment rien changer. Je pense que c'est vraiment la particularité du Bénin aujourd'hui. On l'a vu dans la sous-région, toutes les tentatives ont pratiquement réussi. C'est seulement par la grâce de Dieu et les mains de nos ancêtres au Bénin que nous l'avons frôlé, et je ne vais pas même dire qu'on s'est relevé, parce qu'à aucun moment nous ne sommes tombés, nous sommes restés debout face à l'adversaire et face à l'envahisseur. Donc il faut dire quand même que le regard sur le Bénin a changé positivement, et a fait que tel qu'en 1990, nous avons montré la voie de la conférence nationale. Je pense que nous venons maintenant de montrer encore la voie qu'il est possible de faire front face à une tentative de déstabilisation et de rester debout, et que la nation continue sa vie. Revenons à ce que fait votre réseau. En dehors de la solidarité que vous attelez à mettre en œuvre et en place, qu'est-ce que vous faites d'autre au profit justement des jeunes de la diaspora? Alors, il faut d'abord dire que notre philosophie d'abord, c'est qu'est-ce que nous faisons au profit du Bénin. Parce que nous considérons que chaque membre de notre réseau est un ambassadeur du Bénin. Et on a pour habitude de dire que vous agissiez en bien ou en mal, tant que vous le faites hors de votre pays. On ne vous voit pas vous, on ne voit pas Jean ou Paul qui a agi, on voit le Béninois qui a agi. Et pour nous, c'est le premier challenge. Nous sommes vraiment dans une logique de construction et de consolidation de l'image de notre Bénin, de ce Bénin qui se révèle là. Donc au-delà de cette chaîne de solidarité agissante que nous nous attelons à construire entre les jeunes Béninois de la diaspora, nous travaillons à la construction de l'image de notre pays à l'extérieur. Et j'ai pour habitude de dire, quoi que vous fassiez, il faut le faire bien, il faut rester correct, même dans vos relations privées, parce que quand on parlera de vous, on dira j'ai eu affaire à un Béninois, et la preuve est que ici au Sénégal, à chaque fois que vous vous présentez comme Béninois, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, le commentaire qui arrive, c'est ah, je connais un Béninois, il est très correct, ah, je connais un Béninois, il était major de ma promotion, ah, les Béninois sont bien. Donc pour nous, il y a déjà cet aspect-là sur lequel nous travaillons énormément, révéler notre pays, préserver son image. Mais au-delà de ça, nous avons également énormément d'actions en direction de nos frères et sœurs restés au pays, parce que nous avons l'avantage de savoir ce qui se passe chez nous et de savoir ce qui se passe ailleurs. Et nous travaillons vraiment à un partage d'expérience avec nos compatriotes restés au pays. Et à chaque fois que nous en avons l'occasion, nous essayons quand même d'organiser, que ce soit par exemple des formations en collaboration avec des associations de jeunes béninois, mais également des actions sociales que nous initions sur le territoire béninois, parce que notre objectif ultime à nous, au-delà de construire ces chaînes de solidarité agissantes entre les Béninois de la diaspora, c'est aussi et surtout participer à la construction du Bénin dont nous rêvons. Et cela, nous le faisons autant que faire se peut à notre petite échelle. Et la particularité aussi de nos actions, surtout quand nous intervenons au Bénin, c'est que nous le faisons toujours en collaboration avec une association de jeunes sur place, parce que nous estimons que c'est vrai que c'est notre pays, mais on l'a quitté il y a quelques années, et nous ne pouvons pas revenir avec des projets et avec la prétention d'apporter des solutions à des problèmes qui se posent sur place, sans vraiment le faire en collaboration avec des personnes sur place. Dans nos projets que nous portons au Bénin, nous travaillons beaucoup plus sur la conception et la recherche de financement, mais dans l'exécution, nous nous appuyons entièrement sur des associations de jeunes Béninois sur place, et nous travaillons bien évidemment également à ce qu'on appelle le partage d'expériences. Et c'est tellement que l'actualité politique aussi, vous y prêtez attention. L'autre sujet au chapitre donc de l'actualité, c'est la révision de la Constitution, qui d'ailleurs a été, dont le test a été promulgué la semaine écoulée. Comment est-ce que vous percevez depuis l'étranger les différentes modifications qui ont été apportées à la loi fondamentale béninoise?
Alors, il faut dire que la révision de la Constitution, nous l'avons accueillie de façon mitigée. On était un peu surpris en nous réveillant de voir les différentes dispositions qui ont été modifiées parce que dans la communication initiale qui avait été faite, focus avait été mis sur la création d'un Sénat. Après, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors, une chose déjà qui quand même nous a rassurés, c'est qu'à aucun moment on a touché à cette disposition-là qui stipule que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Cela déjà nous a rassurés sur la bonne intention du chef de l'État à ne pas se maintenir au pouvoir. Maintenant, les différents dispositifs ont été vraiment diversement appréciés, mais il faut dire que la récente sortie du chef de l'État la semaine écoulée face à la presse, qui lui-même est revenu sur pratiquement tous les aspects des modifications qui ont été apportées, a eu le mérite quand même de nous rassurer. Déjà, ne serait-ce que sur la vision, il y avait beaucoup de spéculations autour de tel ou tel aspect et tout. C'est vrai qu'il y a eu les communications des différentes personnalités proches du pouvoir, mais entendre le chef même en fait nous a permis, au-delà du test, au-delà des réformes apportées, de voir la philosophie et la logique derrière ce qui a été apporté. Et je pense que le chef d'État a dit quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous arrimer sur des standards des pays qui ont 100 ans, 200 ans d'avance sur nous, alors que chez nous, tout est à reconstruire. Donc quand vous entendez ça, vous comprenez vraiment la philosophie derrière et la trajectoire. Et je pense quand même que d'une manière ou d'une autre, le chef de l'État qui, après 10 ans d'exercice de cette fonction-là, a pu observer un certain nombre de choses, a estimé qu'il fallait réajuster un certain nombre de choses. Cela va sans dire, c'est dans la dynamique de la vie d'un État. Et je le rappelais à un certain nombre d'amis, il y a une chose qui est claire, c'est que c'est dans les prérogatives constitutionnelles des députés de l'Assemblée nationale de procéder à une révision de la Constitution en atteignant un certain nombre de pourcentages au niveau des voix. Ça a été atteint. Et je le dis une fois encore, la sortie du chef de l'État la semaine dernière a vraiment eu le mérite d'éclairer nos lanternes. Et je pense que depuis cette sortie-là, les débats autour de cette révision ont été beaucoup plus objectifs, parce que tous autant que nous sommes, on a eu voilà, la philosophie et la vision derrière ces réformes. Didier Landau, un mot pour finir rapidement. Alors, un mot pour finir, je vais tout simplement rappeler à nos frères et sœurs du Bénin, rappeler tout simplement à tous les citoyens béninoises et béninoises que bien que nous soyons de la diaspora, nous restons énormément attachés à notre pays. Nous suivons de près tout ce qui s'y passe. Ces dernières années, nous avons redorer le blason de notre pays, la fierté d'appartenir à cette nation, grandir chaque jour. Et pour rien au monde, nous ne pouvons ralentir cette marche du Bénin. Occasion pour moi également de remercier toute l'équipe de Canal 3 et surtout d'Actu Matin, de vous dire que nous vous suivons de très près. Nous avons l'opportunité souvent sur votre chaîne YouTube de suivre les replays quand même de tout ce qui se fait par la télévision, et vraiment nous saluons le professionnalisme et la rigueur dont vous faites preuve dans l'information, parce qu'il faut dire que pour nous qui sommes de la diaspora, souvent ces sources d'informations-là qui sont ce que nous avons de plus crédible. Sinon, sur les réseaux, tout ce qui se dit sur les réseaux, il y a pas mal de fake news. Donc, à chaque fois que nous avons des doutes, c'est vraiment à des médias comme vous qu'on se réfère. Et jusque-là, nous n'avons pas été déçus. Chapeau bas à vous et vraiment courage pour la suite. Didier Landau, merci beaucoup. Merci, M. Gagoué. Une très bonne journée à Dakar. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci aussi. En retour à Cotonou, mesdames et messieurs, je vous propose maintenant qu'on suive le magazine réalisé par
Candide Ronreto, justement, à la page sport de ce matin. C'est au sujet, justement, des guépards appelés naguère écureuils sur le continent. Nous sommes en plein dans l'actualité footballistique, notamment de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a commencé depuis hier au Maroc. Le temps donc pour Candide de revenir sur les différentes apparitions du Bénin sur le théâtre continental. C'est déjà 4 fois par le passé, 2004, 2008, 2010 et la toute dernière fois en 2019. Au Maroc, donc, le Bénin va disputer pour la 5e fois la Coupe d'Afrique des Nations en fin d'année. Alors, le pays d'Afrique de l'Ouest retrouve la compétition après avoir manqué notamment les 2 précédentes au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'était en 2021 et en Côte d'Ivoire en 2022-23. Je l'ai dit tout à l'heure, sa dernière apparition remonte à 2019 en Égypte, année où le pays réalisait d'ailleurs son meilleur parcours sur la scène continentale en se qualifiant pour les quarts de finale sans, faut-il le rappeler, gagner un seul match directement et en temps réglementaire. Alors, nommé à la tête de la sélection béninoise en février 2023, Gernot Rohr va découvrir en tout cas la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc avec les Guépards, mais ce n'est pas pour la première fois qu'il participe à cette compétition. Le technicien franco-allemand y avait conduit déjà le Nigeria en 2019, notamment en Égypte avec les Super Eagles qui avaient terminé à la 3e position. Alors c'est également sous ses commandes que le Gabon a atteint les quarts de finale de la compétition. Et là, on était en 2012. Mais alors, quel point peut-on faire des différentes participations du Bénin à cette compétition continentale? Eh bien, Candide Ronreto revient là-dessus. Ils ont écrit l'histoire à la CAN Égypte 2019 en amenant l'équipe nationale aux portes des demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Un niveau jamais atteint par la sélection nationale depuis sa première apparition à la CAN en 2004. C'est une belle CAN parce que on ne s'attendait pas à être jusqu'à ce niveau, mais bon, on a pu quand même montrer beaucoup de valeur par rapport à ce qu'on a pu faire dans cette compétition. Maintenant, on peut rentrer la tête haute. Depuis cet exploit, le Bénin n'a plus goûté à la saveur de la grande fête du football continental. 6 années sont derrière cette prouesse historique et le Bénin s'apprête à signer son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 2 dernières éditions au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cette fois ça va aller, tout le monde vous s'accompagne, et on dit ensemble allez-y, je sais qu'on va gagner, vous êtes l'espoir du peuple, tout le monde vous... Voici où tout a commencé pour l'équipe nationale du Bénin. Le 27 janvier 2004 en Tunisie, l'équipe nationale du Bénin faisait son baptême du feu sur la scène africaine face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le premier match de l'histoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, soldé par une défaite 2-0. Suivront 2 autres revers, 4-0 face aux Lions de l'Atlas du Maroc et 2-1 face aux Super Eagles du Nigeria. Le Bénin sort de la compétition au premier tour en terminant à la dernière place de son groupe, mais réussit à laisser une empreinte. Une première apparition dans la compétition et le Bénin réussit à inscrire son premier but en phase finale grâce à la réalisation de Moussa Latoundi face au Nigeria. So watch this long throw into the box and a goal! And Benin have got their goal! Fully deserved. And finally... Le Bénin fait son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008, 4 années après sa première apparition. Logé dans le groupe B pour leur 2e participation, au match Mogo et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux qu'en 2004 en Tunisie. 3 défaites en autant de sorties. Pour leur entrée en lice, les écureuils d'alors s'inclinent 1-0 face aux Aigles du Mali. Au cours de la 2e journée, ils sont battus 4-1 par les éléphants de la Côte d'Ivoire avant de courber les chines 2-0 pour leur 3e sortie de la phase des groupes face aux Super Eagles du Nigeria.
L'équipe nationale du Bénin va enchaîner avec une nouvelle participation en Angola en 2010, la 3e de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Michel Dissué débarque sur le sol des Palancas Negras avec une nouvelle génération de jeunes joueurs, tels que Razak Omotoyosi et bien d'autres. Une édition au cours de laquelle le Bénin décroche son tout premier point à la Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Mambas du Mozambique, à leur entrée en lice, les écureuils sont passés tout proches de s'offrir leur toute première victoire dans la compétition. Ils mènent 2-1 à la pause, grâce aux réalisations de Razak Omotoyosi sur penalty à la 14e minute et Mouritala Ogoubi à la 20e minute de jeu. Ils se feront ensuite rattraper au score à la 53e minute. Score final, 2-2. Un résultat qui permet à la sélection nationale de débuter sa campagne avec espoir, mais derrière deux géants du continent se dressent sur le chemin. D'abord le voisin de l'Est, le Nigeria qui sort victorieux face au Bénin 1-0 et l'Égypte qui s'impose 2-0. L'épopée de 2019 en Égypte, l'édition au cours de laquelle Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers déjouent tous les pronostics. Ils permettent au Bénin de sortir pour la première fois en 4 participations de la phase des groupes. En phase de poule, le Bénin réussit à s'accrocher à une 3e place dans le groupe F avec 3 matchs nuls. 2-2 face au Ghana avec un doublé historique de Michael Poté respectivement à la 2e et 63e minute de jeu. Nul de score vierge respectivement face à la Guinée-Bissau et au Cameroun. Des résultats suffisants qui permettent au Bénin d'être parmi les 4 meilleurs 3e du premier tour et de passer au tour suivant. En 8e de finale, Michel Dissué et ses hommes créent l'exploit face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le Bénin brouille les cartes à la 54e minute avec un but du défenseur Moïse Adileou. Mené au score, le Lion va rugir à la 76e minute grâce à un but d'En-Nesyri. Malgré l'irréparable commis par le capitaine Stéphane Sessegnon dans la surface de réparation, le score est resté intact. Les dieux du football ayant déjà choisi leur camp, Hakim Ziyech trouve le poteau dans les arrêts de jeu de la seconde période. Tout s'est joué à la fatidique séance des tirs au but où le Bénin s'impose avec 4 tirs réussis contre 1 et à 7 au quart de finale. Déjà passer les poules, c'était un moment historique. On l'a vu après le Cameroun, beaucoup de joie avec les supporters, beaucoup de joie dans notre vestiaire. Et voilà, après là, passer le Maroc, en plus voilà, avec le contexte, la physionomie du match, c'était incroyable. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de nervosité à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a eu des larmes, même des larmes de joie. Tombeur des Lions de l'Atlas, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers sont tombés sur d'autres lions plus féroces, ceux de la Teranga du Sénégal. À cette étape de la compétition, le Bénin s'incline sur un score d'1-0 et échoue aux portes des demi-finales. Il y a la défaite, mais là, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était le plus important, de nous rendre fiers et de faire rendre le peuple béninois. Au cours de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'équipe nationale du Bénin fera sa 5e apparition. Avec cette fois-ci Guénot recommande, nombreux sont les défis qui attendent l'équipe nationale. Décrocher sa première victoire en phase finale et aller une nouvelle fois au-delà de la phase des groupes. De gros challenges dans un groupe T où le Bénin devra composer avec les léopards de la République démocratique du Congo, les zèbres du Botswana et les lions de la Teranga du Sénégal. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée.
Le président de la République face à la presse nationale et internationale le jeudi 18 décembre 2025, quelques jours après la tentative de coup d'État au Bénin. Dans une discussion à bâton rompu, Patrice Talon a apporté des éléments de réponse aux nombreuses interrogations sur cette attaque du 7 décembre. Le chef de l'État a également levé toute ambiguïté concernant l'implication de l'institution militaire. Ce n'est pas la garde nationale qui a opéré, ce n'est pas le commandement ni le sous-commandement. Ce sont quelques égarés manipulés par des nostalgiques et des jaloux, a-t-il précisé. À ce propos, Patrice Talon a salué le professionnalisme, la discipline et l'engagement constant des forces armées béninoises. Il est également revenu sur le second sujet majeur à l'ordre du jour, la révision de la Constitution intervenue le 14 novembre 2025. Une réforme qui continue de susciter débats et interprétations, notamment autour de la notion de trêve politique. Face à ce qu'il qualifie de nombreuses confusions, le chef de l'État a tenu à apporter des clarifications. Pour Patrice Talon, la trêve politique ne saurait être assimilée à une interdiction de la critique. Il a rappelé que, dans la République du Bénin, la critique de l'action publique demeure libre, aussi bien pour les acteurs politiques que pour les citoyens. Je n'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine, parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis. Ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. De son côté, la Commission électorale nationale autonome prépare activement les élections de 2026. À cet effet, conformément à son chronogramme, elle a dédié la journée du jeudi 18 décembre 2025 à une session de formation au profit des formateurs des agents électoraux. À travers plusieurs modules, ces agents ont vu leurs compétences renforcées en ce qui concerne le maniement des documents électoraux. Ils ont été également outillés sur l'utilisation de la nouvelle plateforme de transmission électronique des résultats mise en place par la Sénat. Objectif, garantir la qualité, la cohésion et la crédibilité du processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Cette formation a pour objectif de renforcer vos capacités techniques et pédagogiques, d'harmoniser les pratiques et de vous outiller afin que vous puissiez transmettre avec exactitude et efficacité les connaissances nécessaires aux agents électoraux. Le partenariat entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et la coopération suisse se renforce davantage. Le mercredi 17 décembre 2025, les deux parties ont procédé à la signature d'un mémorandum. L'objectif est d'accompagner les médias béninois vers plus de professionnalisme et de responsabilité sociale. La signature de ce mémorandum va permettre de poursuivre l'appui à la communication à travers des actions de renforcement des capacités des acteurs des médias, notamment des radios locales et communautaires pour lutter contre la désinformation. C'était au siège de l'institution de régulation à Cotonou. Les théoriciens et praticiens du droit au Bénin à l'école des réalités juridiques de la crypto-monnaie. Ils ont consacré à cet effet 3 jours à un colloque international sur les défis de cette innovation technologique dans le monde des finances pour le droit africain et les professionnels de la justice. La rencontre scientifique de haut niveau est organisée par l'école de formation des professions judiciaires installée dans la commune d'Abomey-Calavi avec des experts de la région et d'ailleurs. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a démarré dans la soirée du dimanche dernier. Le Bénin qui signe son retour sur la scène entre en jeu le mardi prochain face à la République démocratique du Congo. Mais avant, les Guépards ont reçu le jeudi 18 décembre 2025 le drapeau national des mains du ministre des Sports. Une cérémonie symbolique, fort simple mais empreinte de solennité qui marque l'envoi en mission de la sélection nationale qui s'apprête à faire sa 5e apparition en phase finale de la CAN au Maroc au cours de cette 35e édition. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte de l'ambassade du Bénin à Rabat au Maroc.
Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Nadine est étudiante en deuxième année d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Depuis plus d'1 an maintenant, elle a décidé pour s'occuper de Parce que quand je me connectais, souvent je j'ai commencé. En découvrant les possibilités de faire des affaires en ligne, Nadine a décidé de se donner sa chance. Avec un petit capital de départ, elle se fait un stock de produits dont elle met les photos en ligne sur ses canaux digitaux d'information et de communication. À longueur de journée alors, elle a l'œil à l'écran de son téléphone qu'elle ne quitte pas d'une seule seconde. Elle est en contact permanent avec des clients virtuels qui deviendront réels par le coup de la chance. Et elle partage les photos de ses produits et répond aux questions des différents clients curieux. À chaque fois que quelqu'un m'écrit, tu dois prendre le temps de répondre. Même si la personne veut juste demander le prix, tu réponds. Donc il n'y a pas de moment précis, il faut être toujours connecté. Pour réussir à décrocher un client, il faut écrire et parler des heures et des heures, vanter les produits, supporter des propositions indécentes ou accepter même des railleries pour à la fin ne rien vendre du tout. C'est aussi cela, vendre en ligne. Mais il arrive aussi des jours de chance. Nadine peut tomber sur des personnes vraiment intéressées. Les échanges ici alors sont plus simples. Rapidement, elle peut conclure une affaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez les deux là, non, il n'y a pas de souci. En comptant sur ses clients et surtout sur la taille de ses affaires, ce n'est pas grand-chose à la fin du mois. Nadine a juste de quoi répondre à l'essentiel pour survivre. Le e-commerce me permet surtout d'assurer mes photocopies. Parce que les photocopies, ça bouffe un peu. Ça me bouffe un peu. Donc, quand je vends mes articles, j'ai au moins de quoi payer mes photocopies. Ou bien mon déplacement pour aller sur le campus et revenir. Mais c'est déjà important. C'est pour cela que l'étudiante travaille à maintenir l'activité et surtout à rêver de la faire grandir. Mais pour le moment, il lui faut déjà une cliente pour la journée en urgence. À chaque jour, suffit sa peine en effet. Pour la livraison, ça va faire 500. Ça va faire 500 pour la livraison. Maintenant, vous êtes dans quelle zone exactement? Dans la zone de Malagretta. Dame Chance, qui n'est pas loin, a décidé aujourd'hui d'être à ses côtés. Ce n'est pas tous les matins que cela arrive. La cliente à l'autre bout du fil a accepté d'acheter. Ok, bon, actuellement je suis non loin du gazoduc là.
Je suis dans un centre là qu'on appelle Joal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est après l'école La Fierté qui est au bord du pavé. Déjà arrivé au niveau de La Fierté, si vous demandez c'est où Joal, les gens vont vous l'indiquer. Donc déjà si au plus déjà dans 45 minutes comme ça, vous pouvez déjà être là. Parce que c'est ça, je vais attendre avant de bouger en fait. Sinon en réalité, je ne suis pas vraiment dans la zone, j'ai juste fait un tour. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Même déjà dans 10 minutes, dans 15 minutes, je serai là. Maintenant, arrivé là, je vais vous appeler. Je vais vous appeler une fois là. Pour des articles vendus entre 1000 et 5000 francs CFA, il faut espérer un bénéfice d'à peine 3 ou 500 francs CFA. Cumulé tout au long de la journée, cela donne une petite provision financière pour soulager les petits besoins d'une étudiante. Aujourd'hui, le e-commerce pour moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment parce que il n'y a personne pour te dire, bon, prends ci pour tes besoins, prends ça, ça c'est pour peut-être manger et tout ça. Donc ça me permet de survivre, de subvenir à mes besoins. Oui, il y a d'autres activités que je fais. Par exemple, cette année, j'ai eu à faire des jobs. J'ai eu à faire d'autres jobs en dehors de mes commerces là. J'ai eu à participer à un événement promotionnel au des Summer. J'étais hôtesse. C'était un truc de 15 jours. Donc, quand il y a des occasions du genre, je postule pour ça. Mais tout ça, c'est des opportunités occasionnelles. Pour le job de tous les jours, il faut compter sur son téléphone, sa disponibilité et surtout la résistance de ses doigts. Et actuellement, une cliente attend d'être servie. Nadine ne perd pas trop de temps. Sur les lieux, il faut prier pour que la cliente soit joignable. Ou même ne se rebiffe après avoir découvert le produit physique. Elle n'est pas en train de décrocher. Je vais lui écrire. Oui, ça arrive. Et puis tu vas essayer plusieurs fois, mais pas de réponse. Je laisse des messages. S'il n'y a vraiment pas de réponse là, je suis obligée de rentrer. Donc je vois qu'elle n'est pas près de son téléphone. Donc peut-être je vais essayer. Oui, allô, Tata. Oui, allô. Je suis au niveau du centre là. Je suis au Ah, ok, d'accord, ça vient. Ok. Je vous attends dehors. Ok. Ah, c'est vous? Oui, bon, c'est vous qui vendez les colliers là. On peut se mettre pas là-bas. Ok. Je peux voir. Mais vous en avez mis du thym. Ça arrive comme ça, ça arrive. C'est
sens que c'est pas noir, c'est pas... Non. J'avais pris d'autres colliers là, vraiment, c'était pas bien. C'est un peu différent, hein. C'est pas exactement comme sur la photo. Si. Le décalage esthétique qu'il y a souvent entre la photo et l'objet peut parfois poser un problème entre les acteurs du e-commerce et leurs clients. Nadine croise les doigts alors. Je sens que ça ne va pas noircir. Non, il faut bien regarder la qualité de la chair. J'avais pris d'autres là, ça avait vite noirci, ça m'avait un peu découragé. Non, ça va pas noircir. Ok. Ça va combien? Ça va 4 000. Tu veux pas me faire l'édition? Hein? Tu veux faire l'édition, on peut y aider. Si tu me donnes l'édition la prochaine fois, je vais encore acheter. Pour lui, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas faire l'édition là, je fais une réduction de 200 francs. Hey! Si j'ai 200 francs, peut-être la prochaine fois. Quand je vais sur le net, j'ai plusieurs options. Je vois les différences de prix, la proximité de celui qui vend, mais celle qui vend. Si ça m'arrange, je vois que c'est mieux, quoi. Et comme c'est aussi paiement la livraison, si je vérifie la qualité, c'est bon. Ils ne vendent pas des choses mauvaises là? Non. Puisque je dois regarder avant de payer. Si je regarde avant de payer, c'est que je suis d'accord. Donc il peut arriver, il arrive parfois. J'ai fait ça une fois, je n'étais pas d'accord parce que c'était pas la photo. La photo était truquée en fait. Donc je n'ai pas apprécié. Donc j'ai oublié. Mais là j'ai payé le déplacement. Mais je n'ai pas pris le produit. Disons, comme je fais une réduction de 200 francs, ça revient et l'unité revient à 1800. Ok, donc ça 1800 fois 2, voilà. Ok. Plus les 500 francs. Ça tu veux bouffer mon argent sur ta tête. C'est la première fois. Comment vous trouvez son service? Oui, c'est bon. Elle n'est pas mal comme c'est bon. Je pense garder contact avec elle. Merci. Je vous en prie. Ciao, la monnaie, j'espère. Enfin, la transaction est terminée. La vendeuse peut pousser un ouf de soulagement. Cela n'était pas gagné d'avance. Je voulais garder ma monnaie pour prendre ces là. Quand la cliente a dit d'abord que c'est pas exactement comme ce qu'elle a vu sur la photo, bon, ça fait un tic d'abord, mais bon. Mais comme elle a su apprécier aussi ce que j'ai amené, donc ça, je suis contente. Voilà. Vous avez eu peur quand elle voulait refuser là? Oui, là, ça fait peur. On se dit, mais j'ai fait tout ce déplacement pour ici et puis elle va dire maintenant qu'elle va prendre. Donc on essaie de trouver les mots pour. Une de gagnée à qui il faut surtout laisser une bonne impression. C'est pour la suite et pour la publicité qu'elle pourrait faire autour d'elle pour la fournisseuse. Et cela compte beaucoup, en tout cas pour ceux qui rêvent de voir grandir leur business dans ce domaine. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Les médias du secteur privé veillent scrupuleusement durant cette période sur les règles d'équité, d'impartialité et d'objectivité. Nous nous soumettons à l'obligation du respect du droit de réponse, conformément aux tests en vigueur et veillons à l'observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec l'ARAC. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias de service public. Oh yeah! Eddie! Bon, regarde un peu la gauche. Ah ouais. Dis, tu verras, elle va l'envoyer balader même. Non, mon gars, pas sûr. Moi, je pense qu'il a une bonne approche. Hein. Il aura le numéro. Hein. Ah ouais, mon gars. T'es sûr? Je te dis, non. Dominicain. Je te dis, mon gars. Dominicain. Et à moi. Regarde un peu. BetMomo, profitez d'une plateforme de paris riche en possibilités. Vous allez aimer jouer. BetMomo, le jeu ne s'arrête jamais.
Voici pour le commentaire ce matin. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. Le 18 décembre dernier, Patrice Talon a donné une conférence de presse à la présidence de la République. Une sortie pour répondre aux questions des journalistes, mais également pour rassurer les compatriotes. Le chef de l'État a-t-il atteint son objectif? Je pense que oui, l'objectif est atteint et même au-delà, les attentes sont comblées. Ce grand oral de Patrice Talon a permis d'éclairer les points qui subsistaient toujours au lendemain de cette attaque déjouée. Plus qu'une simple séance de questions-réponses, eh bien, cette rencontre a été une démonstration de force tranquille par Patrice Talon, posture d'homme d'État, précision presque chirurgicale, le thème est en vogue actuellement dans notre pays, réponse et assurance imperturbable. Bref, ce fut un exercice de communication hautement réussi pour plusieurs raisons. La posture caractérisée par une sorte de sérénité au-dessus de la tourmente, remarquable dès les premières minutes de sa prise de parole. Lorsqu'il s'est installé, Talon a dit, je cite, « On se parle cash ». C'était un ton fort qui veut simplement dire « On ne veut rien vous cacher ». Et puis, à la longue, nous l'avons su. Là où certains attendaient un belliqueux après la tentative de push du lieutenant-colonel Tigri, Patrice Talon a choisi la hauteur. Il a refusé la victimisation politique pour imposer une lecture sociologique des événements. Cette posture n'est pas, à mon avis, anodine. Elle visait à montrer que les institutions du Bénin sont désormais si solides qu'une aventure insensée de quelques individus ne peut faire vaciller la nation. Deuxième élément très important qui montre que Talon a réussi son exercice, c'est la qualité des réponses partagées entre vérité et une certaine pédagogique, avec à la clé la précision dans les développements, en révélant avec transparence les détails de son échange téléphonique avec le muté Tigri. Il a désamorcé les théories du complot par la preuve des faits. Puis troisième élément, l'assurance apportée qui se traduisait par un nouveau contrat de confiance au-delà des mots. C'est l'assurance projetée qui constitue le succès majeur de cette sortie. Il confirme la poursuite de l'agenda législatif et la promulgation des réformes malgré la crise. Patrice Talon a envoyé un signal fort aux investisseurs et à la communauté internationale. Le Bénin ne s'arrête pas. En quittant la salle, l'impression laissée est celle d'un chef qui tient fermement la barre avec une vision claire pour 2026 et au-delà. En somme, Patrice Talon a prouvé ce jeudi qu'il reste le maître du jeu, capable de doucher les espoirs des déstabilisateurs par la force d'une parole bien maîtrisée. Tanguy. Vous dites que le Bénin doit continuer sa marche. Oui, le Bénin doit continuer sa marche. Le Bénin ne s'est pas arrêté et ne pouvait même pas s'arrêter. La République s'est montée forte et engagée face à cette imposture. Le Bénin ne s'est pas arrêté parce que ses fils et filles ont refusé de retourner à plusieurs années en arrière. J'ai voulu dire que cette attaque, on pouvait croire que le souffle du 7 décembre a fait vaciller la République. On pourrait imaginer un pays à l'arrêt suspendu au verdict des juges et au récit d'un chaos déjoué. Mais non, la réalité est tout autre. Le Bénin ne s'est pas arrêté, il ne s'est jamais arrêté d'ailleurs, loin d'avoir agi comme un frein. Cette tentative de déstabilisation opère aujourd'hui comme un puissant stimulant. Elle a agi comme un révélateur de notre attachement collectif à l'ordre constitutionnel. Pour les autorités comme pour les citoyens, ce n'est plus le temps de la peur, mais celui d'une vigilance accrue. Chaque velléité de remettre en cause nos acquis démocratiques par la force ne fait que renforcer le ciment de la nation et la détermination de l'État à ne laisser aucun pose de terrain à l'aventure. La justice fait son œuvre, certes, mais le pays, lui, a déjà repris sa marche, car au-delà du dossier judiciaire, le véritable rempart contre la déstabilisation reste notre capacité à transformer cette épreuve en une force de frappe pour les défis futurs. Merci Franck. Voici le débat. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. Eric, bonjour. Ulrich, qu'est-ce que vous aviez pu retenir la sortie de l'État la dernière fois? Fondamentalement, il faut dire qu'il a d'abord parlé de son moral à lui-même d'abord et
il s'est senti vraiment mal dans sa peau. Il a dit que le moral est bas et qu'il a eu peur, en fait. Bon, qu'il a eu mal pour le pays qui, à un moment donné, allait arrêter. Non, qu'il a eu mal, moi, il a eu mal pour le pays qui, à un moment donné, devrait arrêter son développement. Et deuxième aspect, c'est qu'il faut aussi retenir qu'il dit, et il est ferme, il dit que le développement va se poursuivre. Donc, ce qu'il faut retenir de façon collégiale, c'est que le Bénin a frôlé la barre de l'échec. Et aujourd'hui, les fils et filles de ce pays vont se remettre ensemble pour relancer réellement le développement du pays. Eric? Au-delà de ce qu'on peut retenir, j'ai noté qu'il y avait un besoin, Patrice Talon, de s'exprimer. Un besoin pour Patrice Talon d'apporter des éléments d'appréciation sur ces deux grands sujets, notamment les événements du 7 décembre dernier, mais aussi sur la révision de la Constitution. Et là-dessus, il n'a pas voulu non plus que ça soit sur la base des éléments de questions que lui-même il avait, mais plutôt sur les questions que les journalistes pouvaient lui poser. Et donc, ce besoin de s'exprimer, cela s'est sans doute matérialisé par, je dirais, à partir des questions, justement, toutes les réponses qu'il apportait, justement, et qui pouvaient davantage rassurer nos concitoyens. J'ai noté aussi, je ne sais pas si cela fait partie, je dirais, d'une stratégie ou de la sincérité, que le chef de l'État a essayé je dirais, de simplifier un peu à la fois les auteurs des événements du 7 décembre dernier, mais tout ce que cette attaque aurait pu justement créer comme conséquence. Vous voyez le thème qu'il utilisait par exemple pour nommer les mutins, les petits voyous, les petits terroristes, des garçons, tout ça. Donc c'est peut-être à la lumière de la réponse que nos concitoyens, avec leur indifférence, leur silence, ont apporté aussi à cette attaque. Donc, je pense aussi que, de façon fondamentale, sur la question de savoir, est-ce qu'on pourrait encore, je dirais, revivre de pareilles situations, eh bien, Patrice Talon a rassuré de ce que cela n'a plus, en tout cas, sa place dans notre société et que même nos concitoyens, justement, feront tout pour que nous ne puissions pas à nouveau revivre des événements de ce genre. Je pense qu'il y avait plusieurs questions qui ont permis au chef de l'État de donner des réponses et sans doute à nos concitoyens de se faire aussi une idée de la situation. Il n'a pas trop, je dirais, il n'est pas allé loin sur les implications de pays étrangers à cette attaque. Il a quand même fait savoir, comme à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien des gens ont pu participer à cette opération. Il a laissé le reste à la justice et je pense que c'est surtout encore au niveau de ce pan que nous attendons vraiment de voir l'évolution des choses afin vraiment de nous faire une idée des gens qui auraient pu participer à ce coup à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a espéré que les pays voisins à l'endroit de qui on a décerné des mandats d'arrêt puissent coopérer. Il reste à savoir si cet appel, cette étendue sera entendu. Allez, on a vu Patrice Talon, en tout cas sur le sujet de la tentative de coup d'État, a adopté deux postures principalement, la posture de la banalisation et de la réduction de la valeur de ce qui est intervenu. D'ailleurs, l'utilisation, je dois dire, des épithètes pour qualifier ceux qui ont fait le coup démontrait très bien qu'ils minimisaient un peu et tous ces acteurs-là qui sont impliqués dedans. Et puis deuxième posture aussi qui montre que en tout cas on est en train de réduire ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est refusé à une lecture politique. Pourquoi est-ce qu'il faut refuser de faire une lecture politique quand un coup d'État ou une tentative de coup d'État intervient et quand on sait qu'un coup d'État c'est d'abord un acte politique fort? Oui, parce que lui, vous savez, il est mieux renseigné que nous. Pour lui, ce n'est pas du tout les problèmes politiques que nous avons en interne, nos différends que nous
gérons chaque jour, qui sont à l'origine de ce coup d'État-là. Il a estimé, vous avez vu les mots très réducteurs qu'il a utilisés, il a compris, il dit que c'était des gens qui étaient manipulés par des forces internes ou externes. Et pour moi, c'est davantage pour essayer de rassurer les populations que ce que nous faisons comme bagarre ici, il ne faut pas considérer cela comme, il ne faut pas profiter de ça pour aller prendre les armes ou pour faire sortir pour que les militaires sortent des casernes. Je pense que cela participe cela va d'une stratégie qu'il a utilisée parce que nous avons les élections qui sont à notre là. Si on doit, par exemple, justifier ce coup d'État par une crise politique, je pense que ça va davantage crisper l'atmosphère, ça va crisper les esprits et nous n'aurons pas assez stable, nous n'aurons pas envie de véritablement aller sur le terrain politique. Et s'il avait des informations que c'était véritablement, disons, du fait des politiques que cela est arrivé, je pense qu'il aurait dit et il aurait pris certaines mesures qui nous éviteraient cela. Le plus important, je pense qu'au-delà des éléments d'appréciation que nous avons en interne chez nous ici au Bénin, il faut voir également dans la sous-région. Parce que quelques jours avant, et même au-delà, il y a de cela, je crois, un an, Wilfried Léon Boubéji alertait déjà le porte-parole du gouvernement pour dire qu'il y avait des gens qui étaient recrutés, qui avaient un vaste plan de déstabilisation de griffe qui était fomenté, qui était en cours pour essayer de mettre à genoux le Bénin, et ça n'a pas raté. Quand c'est arrivé, quand on l'a rencontré lui-même lors d'une séance, il nous l'a dit, je vous l'avais dit, donc c'était pas du mensonge, c'était pas des mots simplement pour essayer de distraire. C'était la réalité parce qu'ils avaient les informations. Mais comment on est renseigné? On sait qu'il y a un vaste complot qui est en cours et on se surprend justement par le complot. Oui, justement, la stratégie utilisée par ces personnes-là, c'était d'abord sur les réseaux sociaux. On a recruté des gens, même des intellectuels, qui devaient faire la campagne sur les réseaux sociaux pour recruter des gens qui vont faire un travail d'esprit pour essayer de préparer les gens à ce que, écoute, nous avons des gens à la tête de notre État, nous avons des gens qui pillent notre économie, nous avons des gens qui ne nous gèrent pas bien. Donc c'était le plan qui était conçu. Et même, vous avez vu, le plus important pour moi, c'est le résultat final. Ils ont été, leur attaque a été déjouée. Ce qu'ils ont prévu, ça n'a pas marché. Ça voudra dire qu'on a utilisé plus ou moins les renseignements à bon escient. Sinon, ailleurs, bon, ça vient, ça tape. Et puis, les militaires sont au pouvoir. Et depuis le 7 décembre dernier, on devrait avoir des hommes entraînés qui nous dirigent. Je pense que le plus important, c'est le résultat. Le résultat, ça n'a pas permis de faire basculer notre pays dans un régime militaire, de sauvegarder les acquis de notre démocratie tels que nous les avons depuis 1990. Je pense qu'aujourd'hui, chacun peut tirer la leçon, et la grande leçon pour moi, c'est que quels que soient nos différends, quel que soit ce que nous nous reprochons, nous devons les résoudre par les moyens légaux, nous devons les résoudre par le droit. Voilà. Oui, Ulrich. Oui, la question que vous posez est effectivement sensible. Le président de la République refuse de faire une lecture politique, mais c'est sa lecture, c'est sa manière de voir les choses. Vous vous souvenez, la crise qui nous a amené à la conférence des forces de la nation, ça a été diversement interprété. Certains parlaient de crise économique, d'autres parlaient de crise politique, mais l'un mis dans l'autre, ça nous a quand même amené à la conférence des forces vives de la nation, et au finish, on s'est retrouvé avec une nouvelle constitution aujourd'hui qui est encore à l'origine de certaines dissensions. Est-ce que tout ceci est à la cause? J'ai vu au moins 3 journalistes, j'ai vu au moins 3 confrères poser cette question au président de la République, qui a balayé du revers de la main que ça n'a rien à voir avec les... C'est sa lecture à lui. D'autres personnes certainement feront une autre lecture. Quelle est la vôtre en fait? Quand je pose la question, quelle est la vôtre? Non. Est-ce que c'est possible que dans ce cas précis, on fasse une lecture qui ne soit pas politique? Est-ce que c'est possible que vous trouvez qu'il ait raison, qu'il n'ait pas raison? Je pense qu'il est légitime et c'est légal pour lui de penser ce qu'il est. Qu'analyste, quelle est votre opinion? C'est la question que je me pose de lui. Oui, mon opinion, c'est que j'estime que
chacun a la possibilité de faire sa lecture à sa manière. La vôtre, c'est laquelle? Moi, j'estime que le président de la République a donné sa manière. Et ça va. Bon, on va faire la langue de bois sur le plateau. Absolument. Oui, je pense que, vous savez, on peut varier les lectures qu'on peut faire de cet événement. Patrice Talon a renoncé à faire une lecture politique, peut-être peu. Il ne voulait pas nous entraîner dans un autre débat, je pense, vu que nous avons des actions qui sont engagées du côté de la justice. Je pense fondamentalement, moi, on a une raison de faire une lecture politique, Tanguy. Quand je vois la date d'aujourd'hui, le profil des personnes interpellées dans cette affaire, quand je vois aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les profils de personnes à qui la justice a décerné un mandat d'arrêt international, on est d'accord que nous avons affaire à des politiques. Candide Azanaï est président de parti politique. Tchabi Yahi, qui a été interpellé et puis plus tard relâché et placé sous convocation, est un acteur politique. Voilà. Sans doute que ça va continuer, on ne sait pas. Et pour l'heure, c'est ce qu'on sait. Et donc, ces personnes, de toutes les façons, ont été interpellées dans cette affaire. Enfin, on ne peut pas ignorer, justement, qu'ils ne sont pas des acteurs politiques. On ne sait pas les questions qu'on les a posées là-bas et les réponses qu'ils ont données. Donc, le processus est engagé. On attend la fin pour tirer cette conclusion. Je pense que cette question n'est pas vidée. Et peut-être que Patrice Talon, qui sait encore dans une autre adresse ou une autre conférence de presse, ou encore l'occasion de revenir là-dessus, quand la justice aura balayé complètement le terrain et que on verra plus clair. Je pense qu'il a évité la question et qu'il n'a pas voulu, en donnant cette réponse, nous entraîner dans un débat qui pour l'heure manquerait beaucoup d'éléments pour l'heure. Donc, on peut s'étonner justement de ce que Patrice Talon n'a pas fait l'option de faire une lecture politique. Après, je pense qu'il nous faut aussi aborder le sujet généralement pour ce que nous savons de ces genres de dossiers. Vous savez, les autorités américaines ne nous ont jamais tout dit sur les attentats du 11 septembre 2001. On ne peut toujours pas se poser des questions. On ne sait vraiment pas les vraies raisons pour lesquelles les puissances étrangères ont mené cette intervention en Libye, en Afghanistan, en Irak. On a toujours une zone un peu confuse où on a le sentiment que l'opinion a besoin d'un certain nombre d'éléments qu'on refuse de mettre à disposition de l'opinion. Peut-être on vous dira dans ces pays-là, c'est des questions de confidence, de top secret, machin, tout ça. Donc, j'estime que même dans cette conférence de presse et la volonté affichée de chef de l'État de répondre aux questions des journalistes, il a fait l'option de garder un certain nombre d'éléments à sa disposition. Et ça, je pense qu'à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas l'en vouloir. Alors, moi je voudrais dire, si on passe en revue les mobiles avancés par les mutins, ils ont dit la situation sécuritaire dans le nord du Bénin et puis la crise sociale. Si on s'en tient à ça, c'est que eux-mêmes à leur niveau n'ont pas remarqué qu'il y avait une crise politique aiguë capable de les amener à prendre les armes pour déstabiliser le pays. Donc, tous ces éléments, moi, ça me conforte. Si je devais répondre à la question que vous avez posée à Ulrich, je dirais que je ferai également une lecture sociologique comme le chef de l'État. C'est tout à fait normal. La lecture sociologique, c'est quoi? Sociologique ou social? Non, sociologique, c'est comme si c'était dans notre gène de faire des coups d'État. Non, pas dans notre gène. C'est-à-dire, lui, il ne considère pas que c'est les problèmes politiques que nous avons aujourd'hui qui nous ont conduits. Donc, c'est les problèmes sociaux. Pour ce que les autres ont évoqué, et ils ont lu, tout le monde l'a vu. Et donc, en faisant cette lecture, c'est pour nous éviter une autre psychose au niveau donc de la politique, au niveau de l'activité politique. On pense que quand il y a problème politique, tout de suite, on peut faire coup d'État. Le Bénin reste le Bénin. C'est peut-être le cas dans d'autres pays, au Niger, au Burkina Faso ou ailleurs, mais au Bénin, pour l'instant, il a dit que c'est une lecture sociologique qu'il convient de faire. Et moi, on
pourrait avoir des lectures économiques. Non, oui, tout à fait, puisque on n'a pas toujours, en tout cas, les vraies raisons, et la justice continue toujours d'allumer des faisceaux de lumière par ici et par là pour nous aider un peu à comprendre fondamentalement ce qui s'est passé. J'ai vu aussi une appréciation qui est en cours d'ailleurs même, c'est que c'est, mettons, les pays de l'AES qui veulent faire, je dois dire, une conquête impérialiste du Bénin pour... Si cette option vraiment était la plus fondée, il faut davantage s'inquiéter parce que des militaires autour de nous, ce n'est pas évident qu'ils se fatiguent tout de suite et qu'ils collent la paix au Bénin non franc. C'est ça qui va davantage plus nous inquiéter plutôt que de considérer que c'est entre nous, entre politiques, que nous nous chamaillons et que ça a débouché sur les armes. Oui, d'ailleurs... vous savez, je n'ai pas vu le chef de l'État aller véritablement sur ce terrain. Il a dit des forces internes et peut-être externes. Il n'est pas sans savoir que les communicants de l'AES, ceux qui ont été recrutés pour cette cause-là, ne cessent chaque jour d'envoyer des éléments, de montrer que le Bénin est mal géré, le Bénin est caporalisé par des individus, un groupe d'individus et ainsi de suite. Il le sait et beaucoup de Béninois également le savent. Et il faut s'en inquiéter. Il faut faire en sorte que ces signaux-là qui viennent donc de la sous-région, de ces pays-là, ne soient pas négligés. Nous devons maintenant plus que jamais rester sur nos gardes et savoir qu'autour de nous, on n'est pas toujours aimé autour de nous. Les gens veulent que nous fassions exactement comme eux parce que le Bénin a une position assez stratégique. Et si on doit poursuivre les analyses, vous verrez qu'aujourd'hui, si le Bénin tombe dans un régime militaire, ça va avantager ces pays-là qui viennent, ces éléments avec les communicants très payés qui font le job sur les réseaux sociaux. C'est une question de géostratégie, en effet. Merci beaucoup, cher messieurs. On va espérer en tout cas que la justice nous aide à mieux comprendre l'affaire, même si ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes les vraies raisons autour d'un coup d'État. On va espérer quand même en avoir un peu tout au long donc des enquêtes qui vont certainement se poursuivre. Et surtout espérer que s'il y a des acteurs quelque part qui par leurs gestes ou par leurs actes ou prises de position, etc., aient pu concourir à ce que ceci advienne, que ces acteurs puissent se remettre en cause aussi, se poser les vraies questions, pour que nous puissions en tout cas repartir de plus belle et construire davantage notre nation. Chers messieurs, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, désolé, je vous ai volé quelques minutes. On est passé au-delà de 9 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Derrière moi, la revue de presse. Bonne journée. À toutes et à tous, bonjour. Les lecteurs de Fraternité découvrent ce matin la photo du président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï. En une du journal des explications de la publication, il ressort un tournant judiciaire majeur pour l'opposition béninoise. Le président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï, a été placé sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans la nuit du samedi 20 décembre 2025, peu après 1h du matin, à l'issue d'une longue procédure judiciaire entamée la veille. Tout commence le vendredi 19 décembre 2025, lorsqu'un peu plus d'une dizaine de personnes ont été présentées devant le procureur spécial de la Criette. Même si ses avocats restent prudents sur les connexions judiciaires, le président de Restaurer l'Espoir devient la première personnalité politique placée en détention provisoire depuis l'ouverture des enquêtes liées à ce coup de force avorté. Notre époque fait observer que le président du parti Restaurer l'Espoir et leader du mouvement de la résistance nationale est un ancien allié du président de la République Patrice Talon, dont il était d'ailleurs un ancien ministre délégué à la Défense. Il était en garde à vue depuis le samedi 13 décembre 2025, après son interpellation la veille devant le siège de son parti.
Par ailleurs, Fraternité note que les enquêtes liées à la tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre dernier ont mis au jour un nouvel élément jugé sensible par les services d'investigation. Une carte SIM enregistrée au nom de Tchabi Yahi, fils de l'ancien président Boni Yahi, aurait été utilisée lors des préparatifs de l'opération visant la déstabilisation du pays. Bien que l'intéressé n'en fasse plus usage, cette ligne téléphonique aurait servi à des échanges stratégiques dans la phase préparatoire du projet présumé. Et après l'échec de cette tentative de coup d'État, rapporte la presse du jour, le Bénin a pris part en fin de semaine dernière à la séance du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le représentant de la République du Bénin a expliqué et rassuré que le 7 décembre dernier, la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel a été rapidement déjouée par des forces de défense et de sécurité républicaines et respectueuses des institutions. Dans la suite, le challenge pointe que les prochaines élections générales de 2026 sont déterminantes pour bâtir une sphère politique forte après Patrice Talon. Les élections communales sont d'une importance capitale car elles permettent de mettre en place un nouveau vivier de la gouvernance locale capable de relayer celle finissante ou appelée à faire valoir ses compétences ailleurs. De ce fait, Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi sont convoités et à juste titre. Et puis, le journal La Presse du jour voit, lui, les acteurs agricoles du département de l'Atlantique qui se sont réunis à Zé le 21 décembre 2025 à l'occasion d'une conférence itinérante de la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés. L'événement a permis de dresser le bilan des réalisations du programme d'action du gouvernement et de réaffirmer l'engagement des producteurs pour la modernisation et la consolidation du secteur agricole. Du côté de la nation, on s'informe qu'après 2 jours d'échanges intenses, le congrès annuel pour la sécurité des patients et la qualité des soins a officiellement refermé ses portes, marquant une étape importante dans l'engagement du Bénin en faveur de soins plus sûrs, plus efficaces et plus humains. C'est la fête du football africain et la nation relève un démarrage tout feu tout flamme. Tout est réuni pour une belle CAN et la splendide cérémonie d'ouverture, riche en couleurs, aura fait l'unanimité sur l'ambition que le Maroc a nourrie pour la compétition qu'il accueille. Le Bénin s'est montré particulier, comme le raconte Bénin Intelligent, pour lequel la tenue portée par les guépards conçue par Jerry Sinclair ne cherche pas à impressionner par l'exubérance. Elle impressionne par sa justesse, par son équilibre, par sa capacité à raconter l'état d'esprit d'un pays sans slogan. Dans cette silhouette, on lit une Afrique contemporaine qui ne renie ni ses racines, ni sa modernité. Une Afrique qui comprend que le vêtement dans un contexte international peut devenir un outil de diplomatie culturelle. Pour Fraternité, c'est que le Bénin a choisi une autre voie en confiant la création de la tenue d'apparat des guépards à Jerry Sinclair. Le pays pose un acte fort, reconnaître que le design est une discipline stratégique, affirmer que le créateur est un acteur à part entière du récit national. Signer une tenue d'apparat, ce n'est pas flatter un ego, c'est assurer une vision. En tout cas, rappelle notre époque, les guépards investis d'une mission sacrée se disent prêts à tout donner sur le terrain afin d'honorer la confiance du peuple béninois et de porter haut les couleurs nationales lors de cette prestigieuse compétition continentale. Le Bénin affrontera la RDC demain. Le rappel que fait le challenge, c'est que pour ce match, l'équipe béninoise sera bien réduite pour des raisons diverses. Il s'agit notamment des joueurs disqualifiés pour cumul de cartons jaunes et ceux qui sont blessés à quelques jours de la compétition. Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir écouté.